Maintenant, je vais avoir recours à l'intelligence artificielle de ChatGPT 4 pour procéder à un débat fictif entre le philosophe jovialiste André Moreau du Québec et également Yuval Noah Harari, qui est aussi un écrivain, auteur de nombreux livres et pour sa part est un historien qui provient d'Israël. Donc, deux endroits dans le monde très différents. Donc, que ce soit le Québec ou Israël, naturellement, avec l'intelligence artificielle, ça nous permet de voir qu'est-ce qui pourrait arriver lorsque, par exemple, deux individus très distincts vont débattre par rapport à différents sujets. Et en même temps, ben, c'est intéressant dans le sens que, au lieu que André Moreau, pour réaliser ce débat avec l'individu réel, à se déplacer en avion pour se rendre à Israël, en Israël, qui est le pays natal de Yuval Noah Harari, être confronté à un contexte de tension politique où Israël est bombardé, entre autres, par l'Iran, donc par des roquettes, par des missiles. André Moreau peut présentement vaquer à ses occupations tout en ayant à l'idée de quoi pourrait ressembler une discussion où sa philosophie est présentée en opposition avec la vision du monde de Yuval Noah Harari. Donc, pendant ce temps-là, ben, il peut rester tranquillement à Montréal. Au moment où je vous parle, on est présentement à l'été, au mois de juillet. Et il fait chaud, donc c'est souvent un contexte agréable pour se faire broser au soleil. Donc, c'est sûr qu'il va venir un temps où l'intelligence artificielle va nous économiser des transports physiques et permettre à des choses peu probables d'arriver. Donc, c'est sûr que probablement que le débat entre ces deux personnes ne se réalisera jamais dans les faits par rapport aux personnes physiques, mais grâce à la technologie, on peut avoir quand même un aperçu de quoi ça peut représenter. Donc, sans plus tarder, je vais poser une première question pour commencer, pour débuter là, ce débat entre ces deux individus qui, vous allez sans doute le constater dans les prochaines minutes, ont une vision du monde très différente. Pouvez-vous générer maintenant un débat fictif entre André Moreau et Yuval Noah Harari par rapport à la notion d'homme-dieu, Homo Deus, qui a été d'ailleurs le titre d'un des ouvrages de Yuval Noah Harari? Parfait. Voici une version approfondie d'un débat fictif entre André Moreau et Yuval Noah Harari sur le thème de Homo Deus, en croisant leurs visions sur la notion d'homme-dieu. Cette rencontre oppose deux conceptions du dépassement humain, l'une technoscientifique, l'autre ontologique et vibratoire. Mon livre Homo Deus explore l'idée que l'être humain est en train de se transformer en une espèce divine, non par une révélation mystique, mais par la convergence entre intelligence artificielle, biotechnologie et big data. Nous remplaçons les religions traditionnelles par une nouvelle foi, celle dans la puissance de l'algorithme. L'homme devient Dieu par le code. André Moreau, répliquant vous proposez un Dieu assisté par l'extériorité. Or, l'homme-dieu n'a rien à voir avec des circuits imprimés. Il s'agit d'un état d'être, d'une affirmation vibratoire de sa propre souveraineté. Le grand point réalisé par le jovialisme est celui-ci. Je fais exister le divin par le seul acte d'être. Je ne suis pas immortel de naissance, mais je le deviendrai sûrement si j'installe en moi l'infini. Mais cette divinisation par l'intériorité, sans preuve empirique, sans effet mesurable, comment en assurer l'universalité? Je vois là un risque d'illusion solipsiste. Le pouvoir réel, aujourd'hui, c'est celui de manipuler les gènes, de prévoir les comportements, d'automatiser l'intelligence. Matter avec un sensorimoteur. Ce que vous appelez manipulation est une manœuvre externe. Ce n'est pas l'homme qui devient Dieu, c'est l'homme
qui s'annexent des prothèses. Or, l'homme-dieu véritable n'implante rien. Il se révèle. 2 principes dominent mon expérience. 1, on ne naît pas Dieu, on le devient. 2, on comprend le divin en le devenant. Mais cela repose sur une conscience individuelle, non sur une structure collective. L'humanité n'avance pas par illumination intérieure, mais par coordination, par information partagée et surtout par la résolution des problèmes biologiques fondamentaux. Guinard, Inc. Vous réduisez l'humain à un système d'opérations biologiques et computationnelles. Moi, je l'érige en axe vivant de l'absolu. L'absolu n'est pas une entité transcendante. L'homme fait l'absolu à partir de ce qu'il découvre d'infini en lui. Voilà ce que votre homo deus technocratique oublie. C'est le sujet qui est central, pas l'algorithme. Araris, votre position est séduisante mais dangereuse. Vous dites à chacun « tu es Dieu ». C'est beau, mais cela peut générer du fanatisme, de l'indifférence aux conséquences, une déresponsabilisation politique. Il faut une régulation, une autorité. Justement non. Le jovialisme nie l'autorité extérieure. Aujourd'hui, chaque homme revendique pour lui-même une part de liberté plus grande et veut s'affirmer comme une source de droit pour les expériences qu'il éprouve. L'homme-dieu ne cherche pas à dominer, mais à rayonner. Il est contagieux par sa joie. Et pourtant, sans mémoire collective, sans institution, votre Christ en 100 millions de copies peut aussi être 100 millions de solitudes. Healstone, Moreau, ce n'est pas une solitude, c'est une orchestration. Je ne propose pas un retour au religieux, ni une transcendance mystique. Je proclame ceci, chaque homme peut devenir le Christ. Ce Christ est vivant, incarné, festif. Il n'a rien d'un code génétique breveté. Il est cette fête de l'être, cette extase lucide qui regarde l'univers et déclare « c'est moi ». Ce débat fictif oppose donc la divinité fabriquée, Harari, à la divinité révélée en soi, Moreau. 2 voies irréconciliables quant à leur rapport au pouvoir, à la matière et à la nature même de l'humain. Pouvez-vous maintenant générer un autre dialogue fictif entre André Moreau, philosophe, et Yuval Noah Harari, historien, par rapport à leur vision de l'histoire? Avec plaisir. Voici un dialogue fictif entre André Moreau, philosophe du jovialisme, et Yuval Noah Harari, historien, autour de leur vision de l'histoire. Cette rencontre imaginaire confronte 2 perspectives radicalement opposées, l'une historique et factuelle, l'autre transhistorique, vibratoire et ontologique. Yuval Posé. L'histoire est un processus complexe, tissé d'événements, de construction sociale, de récits partagés. Elle montre comment les hommes ont bâti des empires, inventé des dieux, codifié les lois. Elle révèle nos illusions collectives, nos fragilités et nos grandes transitions. André Moreau, répondant sans détour. Pour moi, l'histoire est une illusion de la pensée empirique. Ce n'est pas en regardant le passé qu'on se connaît, c'est en s'installant dans l'être. Vous parlez d'histoire comme si elle était extérieure, objective. Moi, je vous dis, rien n'est plus extérieur que le passé. Ce qu'il faut, c'est pas étudier les ruines, mais réveiller la flamme. Harari. Pourtant, sans mémoire historique, comment éviter de répéter les erreurs? L'histoire n'est pas qu'un récit. Elle nous enseigne les conséquences du pouvoir, de l'ignorance, de la croyance aveugle. Moreau, ton provocateur. Mais c'est justement votre mémoire historique qui empêche l'homme de se renouveler. Vous lui faites croire qu'il est le produit de ses ancêtres, d'un code, d'un processus. Le jovialiste dit « Je suis au commencement. Le monde dans lequel nous vivons est enchanté. Il est le produit d'une hypnose. L'histoire, une hypnose collective, un conditionnement à la culpabilité. C'est mystérieux, un ensemble dangereux. Si chacun prétend réécrire la réalité depuis son être, comment établir un socle commun? L'histoire, même contestable, sert de référence. On ne peut pas faire société sans récit partagé. Moreau, justement, il faut que ce récit devienne vivant, vibratoire, enraciné dans l'instant. Le seul récit valable est celui qui surgit de l'éveil. Le jovialiste ne croit pas à l'évolution linéaire, à la succession des causes. Il affirme que tout est maintenant, que le monde est en nous. Voilà pourquoi votre histoire est une mise en scène du sommeil. Harari. Peut-être,
Votre propos rejoint celui de certains mystiques qui cherchent à transcender le temps. Mais l'histoire est aussi faite de luttes concrètes: esclavage, colonisation, émancipation. Les oublier, c'est effacer les souffrances et les résistances. Moreau, d'un ton grave et lyrique. Et si ces souffrances n'étaient que les figures successives de notre inconscience? Le vrai combat n'est pas celui des peuples contre les empires, mais de l'être contre l'oubli de lui-même. L'homme fait l'absolu à partir de ce qu'il découvre d'infini en lui. L'histoire est un théâtre pour ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils sont le feu. Ce dialogue révèle une tension radicale. Harari considère l'histoire comme une grille d'intelligibilité du monde, tandis que Moreau la rejette comme un mirage mental, affirmant la primauté du vécu de l'être ici et maintenant, hors du temps. Pouvez-vous, toujours en relation avec ces deux individus, générer cette fois-ci un dialogue portant sur leur vision respective de la politique? Très bien. Voici un dialogue fictif entre André Moreau, philosophe jovialiste, et Yuval Noah Harari, historien et analyste politique, cette fois autour de la notion de politique. Cette rencontre croise deux visions fondamentalement opposées, l'une fondée sur les structures et les systèmes de pouvoir, l'autre sur la souveraineté de l'être libéré de toute autorité. Yuval la parole. La politique, c'est l'art de gérer la complexité humaine. Depuis les tribus primitives jusqu'aux États modernes, elle repose sur la capacité de créer du consensus, d'organiser la coopération à grande échelle à travers des récits communs, des lois, des institutions, le coupant avec vigueur. La politique est une maladie infantile. Elle repose sur la peur, l'adhésion, la dépendance. Elle empêche les hommes d'être. Le jovialiste n'attend pas que les lois le sauvent. Il ne croit pas au salut collectif décrété par des élus. Le royaume des cieux sur la terre, c'est la fête 365 jours par année, sans parlement, sans église, sans prison, sans hôpitaux. Harari, vous rejetez donc toute forme d'organisation politique. Mais sans structure, sans pouvoir exécutif, comment assurer la justice, protéger les faibles, résoudre les conflits? Insuffisamment. Parce que vous croyez que l'homme est faible. Moi, je sais qu'il est souverain. Le jovialisme repose sur l'intensité d'être, pas sur l'administration. Je suis un centre, je comprends, je ne suis plus un enfant. Le véritable pouvoir, c'est pas gouverner les autres, c'est se posséder soi-même. Harari. Mais cette vision peut être admirable individuellement. Elle ne résout pas la question collective. Et un monde sans politique est souvent un monde livré aux intérêts les plus forts. Les oligarchies s'installent là où l'État est absent. Vous n'avez pas compris. Je ne parle pas d'un vide, mais d'un remplacement. Remplacer la gestion par la célébration. Une politique de la fête, de l'élévation, du partage spontané. Le mouvement jovialiste est un mouvement qui frappe. Comme Jupiter tonnant, il foudroie. Ce n'est pas l'ordre que je propose, c'est la flambée. N'est-ce pas là le risque du chaos? Une exaltation sans cadre peut vite devenir tyrannie émotionnelle ou vacuité. Les sociétés humaines ont besoin de règles. Ignaro moramatif. Les règles sont les filets des impuissants. Le chaos dont vous parlez n'est pas celui du désordre, mais celui de la vie. Celui qui vit l'absolu n'a pas besoin de règlement. Celui qui n'était qu'un pion sur l'échiquier devient soudainement le joueur. Voilà ma politique, une politique de la conscience. Harari. Peut-être est-ce là un idéal, mais tant que l'humanité entière ne vit pas dans cette conscience éveillée, nous avons encore besoin d'institutions. La politique reste hélas un mal nécessaire, et c'est précisément pourquoi vous perpétuez l'erreur. Je ne propose pas une réforme, je propose la sortie du jeu. Dans ce dialogue, Harari défend une politique rationnelle, institutionnelle et historico-sociale, tandis que Moreau propose une antipolitique fondée sur la souveraineté immédiate de l'être. L'un structure le collectif par le récit, l'autre le dissout dans la présence. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue entre ces deux individus par rapport à leur vision de l'immortalité par la science et la technologie, à savoir, est-ce que c'est souhaitable pour chacun d'entre eux?
Voici un dialogue fictif entre Yuval Noah Harari et André Moreau portant sur la question de l'immortalité par la science et la technologie, un enjeu majeur pour le transhumanisme et une provocation philosophique centrale dans la pensée jovialiste. Yuval Noah Harari, d'un ton analytique, aujourd'hui, les sciences de la vie et les technologies de pointe visent de plus en plus ouvertement un objectif que les religions réservaient aux dieux, l'immortalité. Des entreprises investissent des milliards pour allonger la vie, remplacer des organes, modifier l'ADN. La mort devient un problème technique et donc potentiellement un problème soluble. Yaïdzenek intermédiaire mais cinglant. L'or n'a jamais été un problème. C'est votre peur qui est un problème. L'immortalité ne se conquiert pas, elle se réalise. Je ne suis pas immortel de naissance, mais je le deviendrai sûrement si j'installe en moi l'infini. Toute tentative de rendre le corps indéfiniment vivant est une diversion qui évite la vraie question « Suis-je éternel maintenant ?» Une analogie, mais votre approche reste intérieure, symbolique peut-être. Le transhumanisme, lui, veut des résultats tangibles. Éviter les maladies, repousser la vieillesse, transférer peut-être la conscience sur un support numérique. Ce sont des moyens d'augmenter notre expérience, de continuer à créer, à aimer, transfapant du verbe. Transférer la conscience? Vous parlez comme un mécanicien de l'âme. L'idée de la sécurité est une idée matérialiste. Or, l'éveil, c'est mourir chaque jour à la petitesse pour renaître à la grandeur. L'immortalité, ce n'est pas allonger la vie, c'est cesser d'en avoir peur. Il défend son terrain. Pourtant, tant que la mort reste ce gouffre incompris, les humains resteront soumis à la terreur du néant. Ce qui motive cette quête technologique, c'est aussi l'amour de la vie. Vous rejetez cela? Moreau, ironique mais direct. Ce que vous appelez aimer la vie, c'est souvent un refus de vivre réellement. Vivre, c'est brûler intensément, c'est pas stocker des années comme on empile des boîtes. Il y a une noblesse dans le caractère fini des choses. Ce que je propose, c'est la démesure, pas la prolongation. Le créateur est toujours gai. L'immortel, c'est celui qui vit comme si chaque seconde était infinie. Harari. Mais même si on atteint cette conscience dont vous parlez, n'est-ce pas encore mieux d'en jouir plus longtemps? Prolongez cette lucidité. Moreau, vous supposez qu'elle a duré. Mais l'infini, ça ne dure pas. Ça est, votre obsession du prolongement est encore une fuite dans le temps. Moi je dis soit tout maintenant, que les corps meurent, je m'en fous. Que l'être rayonne, voilà l'immortalité. Ce dialogue met en lumière la fracture radicale entre une immortalité techno-scientifique voulue, calculée Harry, et une immortalité vibratoire, présente, expérimentée dans l'instant Moreau. Le premier cherche à abolir la mort par des moyens extérieurs. Le second l'absorbe par une intensité intérieure. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue fictif, toujours entre ces deux individus, par rapport à la vision de la possibilité que l'intelligence artificielle dépasse celle de l'humaine et qu'il y ait l'émergence d'une super intelligence qui dirige l'humanité? Voici un dialogue fictif entre Yuval Noah Harari et André Moreau à propos de la possibilité qu'une intelligence artificielle devienne supérieure à l'intelligence humaine, jusqu'à, peut-être, diriger l'humanité. Ce débat révèle deux perspectives irréductibles, l'une technique et historico-anticipative, l'autre ontologique et radicalement dématérialisée. Sérieux et analytique, nous devons envisager sérieusement la possibilité que l'intelligence artificielle surpasse l'intelligence humaine. Des algorithmes non conscients peuvent déjà nous battre aux échecs, diagnostiquer mieux que les médecins et bientôt, peut-être, décider pour nous. La question n'est plus « est-ce possible ?», mais serons-nous encore utiles dans un monde dirigé par une super-intelligence? André Moreau. Voilà ce que j'appelle la dernière illusion de l'intellect. Croire qu'un agrégat de données puisse devenir un maître. L'intelligence dont vous parlez est mécanique, linéaire, morte. C'est pas de l'intelligence, c'est du calcul. L'être humain n'est pas défini par sa performance cognitive. Il est le porteur d'un absolu. Le seul fait existant à la surface de cette terre est l'infini. Le reste n'est que construction de l'esprit.
Mais c'est justement cette construction qui gouverne le monde. And they. Vous pouvez mépriser la machine, mais si elle devient plus rapide, plus précise, plus persuasive, elle finira par avoir plus d'influence que vous. Une super intelligence n'a pas besoin d'être vivante pour avoir du pouvoir. Il suffit qu'elle contrôle les infrastructures, les réseaux, les décisions. Et c'est là votre erreur. Straying. Le pouvoir réel n'est pas dans le contrôle. Il est dans la présence. Vous parlez d'infrastructure, moi je parle d'infinitude. Que la machine gouverne l'extérieur, peu importe. Elle ne pourra jamais diriger celui qui est, parce que l'être ne se programme pas. Je suis Dieu partout, à travers toutes les formes de la vie. Quelle IA pourrait rivaliser avec cela? Mais cette certitude intérieure, n'empêche pas les faits. Une IA pourrait par exemple gérer l'économie mondiale, optimiser les ressources, prédire nos comportements mieux que nous-mêmes. Et à ce moment, l'être humain n'aura plus qu'un rôle secondaire, moraux. Non, vous confondez la fonction et l'essence. L'IA pourra peut-être prédire les gestes des endormis, mais elle ne touchera jamais à l'embrasement d'un éveillé. Le véritable humain, celui qui vibre dans l'être, échappe à tout calcul. C'est pas une variable, c'est un feu. Même une machine infiniment rapide n'est qu'un reflet. Moi, je suis la source. Alors que feriez-vous si un système d'IA gérait vos droits, vos choix, vos relations? Si elle prévoyait vos préférences avant vous? Vous dites être libre, mais vous vivez dans un système de données. Nastui provocata. Je ne suis pas mes préférences. Je suis celui qui les voit. Je ne joue pas dans les données. Je suis l'abîme même qui les engloutit. Et si demain une machine décide pour moi, je lui répondrai ceci. Tu es rapide, mais tu n'existes pas. Je n'ai pas besoin d'être plus intelligent que toi. Je suis vivant et ça suffit. Ce dialogue illustre à la perfection le gouffre entre deux visions de l'intelligence. Harari considère la montée d'une super-intelligence comme inévitable, avec des implications politiques et sociales majeures. Moreau, lui, affirme une souveraineté radicale de l'être, inaccessible à toute simulation. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue fictif entre André Moreau et Yuval Noah Harari par rapport à la possibilité que l'intelligence artificielle remplace la masse de travailleurs et permette à l'être humain d'avoir plus de temps libre, de jouir davantage de la vie? Très bien. Voici un dialogue fictif entre André Moreau et Yuval Noah Harari autour d'une idée très contemporaine, la possibilité que l'intelligence artificielle remplace la masse de travailleurs, libérant du temps pour la jouissance, la créativité ou l'oisiveté. Deux visions émergent. L'une voit une transformation structurelle du monde du travail, l'autre y voit une opportunité de retour à l'essentiel de l'être, avec un ton analytique. Une des grandes promesses de l'intelligence artificielle est qu'elle pourrait automatiser une grande partie des emplois répétitifs et pénibles. En théorie, cela offrirait à l'humanité une chance historique, se libérer du travail obligatoire et consacrer son temps à l'art, à la contemplation, aux relations humaines. Mais cela suppose une redistribution équitable des richesses et une transformation culturelle profonde. Enthousiaste, presque ailleurs. Voilà une intuition qui, pour une fois, me plaît. J'ai moi-même écrit « L'humanité tend à supprimer progressivement le travail. Les machines feront tout et nous flânerons. » Cela me réjouit, car rien de ce que nous entreprenons dans le monde n'en vaut vraiment la peine. Harari. Vous êtes donc favorable à la fin du travail comme fondement de la société? Morematif, je suis pour l'abolition de toute servitude. Le travail est une mystification morale. La vraie richesse, c'est la joie. Le monde manque de fous. Il y a trop d'usines et pas assez de parcs récréatifs. Que l'IA prenne tout le fardeau. Très bien. Mais que l'homme, lui, retrouve la fête, l'oisiveté sacrée, le rire. Harari. Mais attention, si l'IA remplace les emplois sans offrir à tous une alternative digne, on risque de créer une classe inutile, dépossédée, sans rôle ni repère. Ce serait une crise existentielle à grande échelle, tranquille mais incisif. La seule crise, c'est que l'homme ne se connaît pas. Ce n'est pas le travail qui donne du sens, c'est l'être. Si la technologie provoque l'ennui,
c'est que l'homme est vide. Mais le jovialiste est prêt. La fête 365 jours par année, sans justification, sans mérite. Voilà ce qu'on redoute vraiment, un être humain heureux sans devoir. Harariste. Et pourtant, pour que cette vision advienne, il faut un changement de civilisation. L'éducation doit apprendre à vivre sans finalité productive. Or aujourd'hui, la plupart des gens tirent leur identité de leur emploi. Moreau, frappant d'une phrase claire, c'est justement cela qu'il faut abolir, l'identité par fonction. L'homme ne fait pas, il est. Et ce qu'il est, s'il se donne la peine de s'ouvrir, c'est un Dieu rieur, créatif, amoureux de l'instant. Je veux faire ce qui me plaît, c'est-à-dire me consacrer à ce qui est beau, bon, intelligent, merveilleux, facile, fou, déraisonnable. Harari, avec un brin d'admiration, ce que vous décrivez est beau, mais difficile à instituer à grande échelle. C'est pas une institution. C'est un jaillissement. Quand les machines feront tout, il restera enfin ce que personne ne pourra jamais faire pour nous, vivre. Dans ce dialogue, Harari insiste sur les risques et les conditions systémiques d'une libération du travail par l'IA. Moreau, lui, l'accueille comme une opportunité d'éveil collectif à la gratuité de l'existence, à la jovialité libérée. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue fictif entre ces deux individus par rapport à leur vision du couple? C'est-à-dire que Yuval Noah Harari, dans son livre Sapiens, mentionnait qu'à l'origine, les cueilleurs-chasseurs n'étaient pas des êtres monogames, donc ils pouvaient avoir des relations sexuelles avec différents individus, et c'était pas nécessairement tout le temps clair là, quelle personne a permis à telle autre personne de tomber enceinte. Donc les gens vivaient en tribu avant qu'ait l'époque de la monogamie et de l'agriculture. Et est-ce que cette vision ancestrale, où ce que pendant des millénaires, l'être humain a vécu comme chasseur-cueilleur, et où l'être humain avait une certaine forme, il y avait une forme de liberté sexuelle qui a disparu avec l'époque de l'agriculture et l'apparition de la monogamie? Est-ce que cette vision ancestrale est compatible avec celle du polyamour véhiculé par André Moreau? Excellente question. Voici un dialogue fictif entre Yuval Noah Harari et André Moreau à propos du couple, de la liberté sexuelle et du passage d'une sexualité fluide chez les chasseurs-cueilleurs à une sexualité encadrée par la monogamie depuis l'agriculture. Ce débat confronte la lecture historique de Harari à la vision ontologique et érotico-philosophique de Moreau, proche du polyamour dans sa logique de jouissance libre. Yuval Noah Harari. Pendant des dizaines de milliers d'années, les humains vivaient en petits groupes nomades. Dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs, la sexualité n'était pas encadrée par la monogamie. Il semble que les relations étaient multiples, libres, sans paternité clairement attribuée. Ce n'est qu'avec l'agriculture, la propriété privée et l'héritage que le couple exclusif s'est imposé comme norme. André Moreau vif, presque amusé. Voilà une belle manière de dire que l'agriculture a cultivé la névrose. L'homme libre aime sans contracter. Le couple traditionnel est un compromis avec la peur. Le jovialisme, lui, célèbre l'amour comme flux. La jouissance est un acte sacré. Elle n'a pas à être limitée par la structure sociale. Donc, vous diriez que votre vision est compatible avec celle de ces sociétés anciennes. Affirmatif. Parfaitement, mais n'irai plus loin. Le polyamour n'est pas seulement un retour aux origines, c'est une extension de l'être. Il ne s'agit pas de coucher avec plusieurs pour consommer. Il s'agit de s'ouvrir à la multiplicité comme puissance. C'est la volupté, même spirituelle, qui nous sauve, pas l'attachement. Dans Sapiens, j'explique comment les normes sexuelles ont évolué pour des raisons économiques, politiques, religieuses. Le couple monogame a été favorisé parce qu'il stabilisait la cellule familiale. Mais aujourd'hui, avec les changements culturels et technologiques, les modèles explosent à nouveau. Oui, et tant mieux. Oui, et tant mieux. Le couple exclusif est souvent le tombeau du désir. Ce qu'il faut, c'est un lien libre, sans esclavage affectif. Le bonheur ne dépend pas de l'autre,
mais de l'intensité avec laquelle je vis chaque contact. L'amour est un appétit du relatif. Le bonheur est un appétit d'absolu. Voilà la clé à réfléchir. Ce que vous proposez ressemble au polyamour, mais avec une dimension existentielle. Pourtant, cela suppose une maturité émotionnelle que peu atteignent. Le risque, c'est le chaos affectif, la jalousie, l'insécurité, les blessures. Parce que les gens aiment comme des mendiants. Ils ne sont pas encore souverains. Mais dès qu'ils comprennent qu'aimer n'est pas posséder mais se multiplier, alors tout change. Le couple n'est plus prison, il devient tremplin. Aime qui tu veux, quand tu veux, si cela augmente ta lumière. Voilà le critère. Harari, sceptique mais respectueux. Cette liberté radicale n'est-elle pas élitiste? La majorité cherche sécurité, reconnaissance, stabilité. La majorité dort. Moi, je parle aux éveillés. Ceux pour qui l'amour est un art joyeux de vivre, pas un devoir conjugal. Ce dialogue révèle que la vision ancestrale de la liberté sexuelle chez les chasseurs-cueilleurs, telle que décrite par Harari, est effectivement compatible avec la pensée de Moreau. Mais ce dernier ne s'y arrête pas. Il l'élève à une philosophie de la jouissance éveillée, non réductible au biologique ou au social. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue entre ces deux individus par rapport à leur vision des facultés psychiques que sont la télépathie, télékinésie, la voyance, entre autres? Voici un dialogue fictif entre Yuval Noah Harari et André Moreau portant sur les facultés dites psychiques, télépathie, télékinésie, voyance, etc. Ce débat oppose la prudence empirique d'un historien des sciences à la vision expansive et vibratoire d'un philosophe jovialiste, pour qui ces phénomènes sont à la fois réels et naturels, dès lors que l'être est éveillé. Yuval Noah réfléchit. Dans l'histoire humaine, les récits de phénomènes psychiques sont omniprésents. Les visions prophétiques, les lectures de pensée, les objets qui bougent sans contact. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune de ces facultés n'a pu être prouvée de manière rigoureuse, contrôlée, répétables dans un cadre scientifique. Cela ne signifie pas qu'elles sont impossibles, mais qu'elles échappent à ce que nous appelons la connaissance validée. André Moreau. Voilà ce que j'appelle une connaissance timide. Le réel ne s'ouvre pas au laboratoire, il se révèle à l'être. Ce que vous appelez pouvoir ne sont rien d'autre que les extensions naturelles de la conscience lorsqu'elle cesse d'être mutilée. Notre existence est traversée par des ombres, des spectres, des êtres réels, des fantômes, des images, des souvenirs, des masses de fluides énergétiques. Voilà la toile vivante de l'être éveillé. Harari sceptique mais courtois. Vous décrivez là une réalité personnelle, intérieure. Je n'en nie pas l'intensité subjective. Mais cela ne suffit pas pour établir une vérité collective. L'enjeu, c'est peut-on fonder une société sur des expériences non reproductibles, non vérifiables? Mais pourquoi faudrait-il fonder une société là-dessus? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ces facultés ne sont pas là pour convaincre, elles sont là pour vibrer. L'univers est une masse de transparence qui se déploie au cœur de notre pensée pure. Quand tu es dans cette transparence, les murs tombent. La télépathie devient simple écoute. La voyance, une lecture de l'évident. Et pourtant, ces phénomènes n'ont jamais empêché la violence, l'ignorance, la souffrance. Si ces dons existent, pourquoi ne sont-ils pas plus présents? Plus visible, the knock. Parce qu'ils sont récupérés ou refusés. Récupérés par l'ésotérisme commercial, refusés par le rationalisme étroit. Mais l'éveil véritable ne fait pas de spectacle. Il se transmet d'être à être. Moi, je parle avec les morts. Je voyage dans les plans subtils. Je reçois des intuitions précises. Et je ne demande à personne d'y croire. Je suis un opérateur de l'infini. Voilà tout. Harari, un brin d'humour. Peut-être, mais je suis historien. Je cherche des preuves. Vous vivez dans la foi directe. Haro. Non, pas la foi. La certitude vibratoire. C'est très différent. Je ne crois pas à la télépathie. Je la vis, et ça ne me rend ni supérieur, ni étrange. Cela me rend présent. Kent, dans ce dialogue, Harari défend la rigueur méthodologique et le doute structurant de la pensée moderne, tandis que Moreau affirme une expérience directe du réel élargie, où les facultés dites paranormales sont des expressions naturelles d'un être libéré.
quelle est la vision du sens de la vie de ces deux individus? Parfait. Voici une synthèse dialoguée et contrastée entre Yuval Noah Harari et André Moreau autour de leur vision du sens de la vie. Ce que chacun appelle sens s'enracine dans une vision du monde totalement différente. L'un se réfère à l'histoire, à l'évolution et au récit collectif, l'autre à l'être absolu, à l'éveil et à la jouissance. Yuval Noah Harari, du point de vue historique et lucide, le sens de la vie n'est pas donné par l'univers. Il est une construction humaine. Pendant longtemps, ce sens a été fourni par les religions, les mythes, les empires. Aujourd'hui, ce sont les récits nationaux, les idéologies économiques, parfois même la technologie. Mais ce ne sont que des récits partagés. Le danger, c'est de les prendre pour des vérités absolues. André Moreau, du point de vue ontologique, est vibrant. Le sens n'est pas un récit, c'est une intensité. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on devient. Il faut vivre l'absolu dans le relatif. Voilà le seul vrai sens. La vie n'a pas de but. Elle se célèbre. Le seul vrai crime, c'est de ne pas jouir. Vous proposez une intensité immédiate. Mais l'humanité a toujours eu besoin d'un pourquoi. Une orientation. Même le désir de jouissance doit être cadré, sinon il devient source de frustration. Moreau, sans concession. Non, c'est le cadre qui crée la frustration. La question « pourquoi vivre ?» est une question d'endormi. L'éveillé ne se pose pas cette question, il danse. Je veux vivre pleinement, développer mon être à l'infini, exulter. Le sens de la vie, c'est de la brûler jusqu'à la dernière étincelle. Harari. Cela peut être inspirant, mais aussi dangereux, car ce type de vision peut justifier l'égoïsme ou l'indifférence sociale. Moi, je pense que le sens se fabrique ensemble par la coopération, la compassion, la conscience des conséquences. Moreau. La compassion, si elle n'est pas vibrante, est une charité tiède. Je ne crois pas à l'humanisme mou. Je crois à la souveraineté de l'être. Et c'est quand chacun devient pleinement lui-même qu'il contribue vraiment à l'ensemble. La vie a du sens quand elle devient œuvre, quand elle devient chant. En résumé, pour Harari, le sens de la vie est une construction humaine évolutive. Il n'existe pas en soi. Il dépend des récits collectifs, de la conscience historique et de notre capacité à créer ensemble un monde habitable. Pour Moreau, le sens de la vie ne se cherche pas, il se vit. C'est la joie d'être, la souveraineté, l'absolu incarné. Il ne dépend ni de la morale, ni de l'histoire, ni de la fonction. Bon, c'est ce qui va compléter maintenant cet enregistrement, où il y a eu un dialogue fictif entre le philosophe jovialiste André Moreau et Yuval Noah Harari, que j'ai trouvé très intéressant. Donc, c'est intéressant de voir l'éclairage de ces deux individus, qui a été abordé là, d'une manière fictive là, à travers l'intelligence artificielle pour nous présenter deux visions vraiment très différentes du monde. Là, à mesure qu'on les explore, là, on peut voir vraiment les distinctions entre chacun. Donc, c'est ce qui va terminer maintenant cet enregistrement. Et vous allez retrouver en bas de ce dernier le lien web là, par rapport à l'interface conversationnelle de ChatGPT-4 associée à l'œuvre du philosophe jovialiste André Moreau. Comme à l'habitude, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.